Bonsoir, messieurs, dames. Bonsoir, merci pour votre accueil et merci d'être là ce soir. Merci beaucoup. Merci, cher Mathieu, d'avoir lancé cette soirée. Et je voulais avant tout dire un remerciement tout particulier à l'ESAT Catapam qui nous accueille ce soir, qui fait un travail formidable d'insertion justement par le travail, la culture. Là, cette salle est une de leurs salles. Nous permettons aussi, ce faisant, à leur activité de se développer. Je remercie toute l'équipe et son président pour leur accueil ce soir, vraiment. Alors, mesdames et messieurs, je ne peux pas commencer cette soirée, ce rassemblement, sans avoir un mot, une pensée pour nos amis allemands, suite au terrible attentat de Berlin. Nous ne savons pas à cette heure exactement les circonstances du drame, nous ne savons pas, même si, semble-t-il, un auteur a été arrêté, tout ce qu'il y a derrière cet attentat, ce crime terroriste. Il est fort à parier que celui-ci s'inscrive dans ce que l'Europe, et au-delà de l'Europe d'ailleurs, l'Afrique et le Proche-Orient connaissent depuis maintenant plusieurs années. En tout cas, je veux ce soir, et c'est, je crois, très important, depuis ce bout de France lové dans la Caraïbe, d'avoir ensemble une pensée pour nos amis allemands, nos amis berlinois qui ont été frappés dans leur cœur cet après-midi, parce que c'est notre civilisation, nos démocraties qui sont se faisant attaquer. Je voulais commencer par ce mot de solidarité face à ce drame qui nous rappelle en même temps combien notre histoire, combien notre présent est redevenu tragique et combien cette gravité de nos temps contemporains ne peut pas être oubliée. Alors je suis très heureux, malgré ces circonstances, d'être parmi vous et d'être dans les Antilles depuis maintenant vendredi dernier. J'ai d'abord été en Guadeloupe, je suis depuis hier après-midi en Martinique, je me rendrai demain en Guyane et je dois dire que j'apprends beaucoup à être ici au contact des uns et des autres. J'ai pu voir des entrepreneurs, des associations, des élus, beaucoup. Harry Chalus m'a apporté son soutien en Guadeloupe et je l'en remercie. Et j'ai eu ce matin une très bonne discussion avec votre président, Alfred Marie-Jeanne, avec Claude Lise également et Monsieur Laguerre. Et c'est toutes ces rencontres, tous ces échanges qui me convainquent de la nature des défis que nous avons à relever et de la nature du projet que je veux porter pour notre pays, en particulier pour les Outre-mer. Si je viens en début de campagne présidentielle, ici, ça n'est pas un hasard. C'est d'abord pour partager avec vous quelques convictions, et je vais y venir. C'est pour partager des convictions quant à nos défis communs et quant aux défis spécifiques des Outre-mer. Mais c'est aussi pour me nourrir, entendre, partager, comprendre et sortir d'une espèce de mauvaise habitude que les candidats à la présidentielle ont prise avec les territoires ultramarins et toutes celles et ceux qui les font. Venir en fin de campagne, c'est venir présenter un programme pour ramasser des voix. Je ne vais pas vous cacher les choses. Le but d'une élection présidentielle, c'est quand même plutôt de la gagner et de convaincre les gens. Donc là-dessus, soyons réalistes et honnêtes. Mais venir depuis Paris, expliquer aux gens qui vivent en Martinique ce qui est bon pour la Martinique et le projet qu'on a pour elle, sans jamais avoir échangé, sans jamais en avoir parlé, c'est un peu étrange. Donc en venant maintenant, à la fois me nourris, j'ai échangé, mais on va maintenant construire ensemble, rentrer dans le détail d'un projet que je veux pour le territoire. Parce que je veux sortir de cette espèce de manie dans laquelle on s'est enfermé, où pour convaincre, on promet essentiellement de l'argent. Et en promettant de l'argent, on place en quelque sorte les territoires d'outre-mer, et en l'espèce la Martinique, dans une situation d'obligé. Dites-vous, vous n'êtes pas capable de réussir par vous-même. C'est très dur, vous n'avez jamais réussi. Donc on va vous promettre soit
des impôts en moins, mais juste pour vous, soit des crédits budgétaires qui ne viendront jamais, et puis on est élu, et puis généralement on revient moins ou pas, et les promesses ne donnent pas de résultats. Donc moi je veux construire à partir de maintenant le projet, en détail, avec toutes celles et ceux que j'ai vus et qui sont candidats. Mais je veux aussi qu'ensemble, parce qu'on regardera nos défis communs et les défis spécifiques de la Martinique, qu'on puisse réussir à changer de philosophie. C'est-à-dire voir ensemble comment on peut permettre à la Martinique de réussir par elle-même, de révéler ses talents, sa propre énergie, sa propre capacité à faire, et pas de savoir comment, depuis l'Hexagone, on va imposer des règles qui sont parfois inadaptées, comment on va promettre des dotations qui sont parfois injustifiées, en quelque sorte, comment on continuera à vivre dans une situation de minorité politique et intellectuelle avec les territoires d'outre-mer. Ça, je veux en sortir. Alors, quels sont nos défis? Nous sommes aujourd'hui, en France, plongés dans une situation qui est, je pense, unique. Et nos générations sont en train de vivre une série de transformations, de révolutions, comme je les ai appelées, uniques. D'abord parce que ça fait près de 40 ans que notre pays est en échec. Il faut bien le dire. Moi, depuis que je suis à la conscience politique, j'entends parler de crise. C'est que ça n'est pas une crise. C'est une transformation du monde qui est en cours. C'est un changement de statut, de situation. C'est cela ce qui se passe dans notre pays. Parce que ça fait 40 ans que nous n'arrivons pas à régler, et la France est une exception en Europe, à ce titre, le problème du chômage de masse. 40 ans que nous n'avons pas réussi, en particulier pour les plus jeunes, à passer sous le seuil de 15% de chômage. 40 ans que nous avons accumulé et accru les difficultés en matière d'intégration, de tensions économiques et sociales. Et donc, il y a quelque chose qui s'est enrayé dans ce que d'aucuns appellent le modèle français, qui a connu ces années de succès, qui a permis, dans les 30 glorieuses, de formidablement réussir, mais qui aujourd'hui est à l'arrêt, est devenu inadapté. Et en plus de tout cela, nous sommes en train de vivre des transformations profondes qui changent nos représentations, nos mentalités, notre capacité d'être au monde. D'abord, une transformation géopolitique, et vous la vivez à plein, en proximité des États-Unis. Notre monde est en train de se transformer. Et ce que j'évoquais au début de notre rassemblement en est l'illustration, l'histoire est redevenue tragique. Le risque absolu, aujourd'hui, a réinvesti nos sociétés. Le risque terroriste est là. Les migrations ont profondément touché l'Europe. Et l'ordre du monde a profondément changé. Nous avons aujourd'hui un Proche-Orient, un Moyen-Orient où des nouvelles puissances émergent, qui portent un risque de voisinage extrêmement fort, une Afrique qui, elle aussi, est soumise à des risques climatiques, géopolitiques, et la possibilité d'être profondément déstabilisée. Et le pacte sur lequel nous vivions depuis l'après-guerre est en train de se fissurer. Et il se fissurait depuis la présidence Obama, d'ailleurs, il faut bien le dire, qui progressivement s'est désengagé de ces théâtres d'opération, qui nous a laissés face à certains risques comme en Syrie. Et ça, nous devons l'intégrer, parce que c'est un changement profond de l'ordre du monde, de notre organisation. Nous sommes dans un monde plus risqué, où les équilibres dans lesquels nous avons vécu jusque-là sont en train de changer, et où la France et avec elle l'Europe, parce que l'Europe est un axe essentiel de la réponse que nous devons apporter, ont un nouveau rôle en termes de sécurité, de souveraineté à construire. Ensuite, il y a une transformation très profonde qui est celle de nos modèles économiques, de nos organisations, qui va avec la transition énergétique et environnementale, j'y reviendrai, mais qui fait que nous ne pouvons plus produire dans nos sociétés de la même façon. Et nos sociétés sont bousculées par ces changements de production, par ces engagements internationaux nouveaux, par le passage d'un monde industriel ancien à un monde contemporain où la production se décentralise, où le pouvoir est redonné aux consommateurs ou aux producteurs de proximité, et où nos équilibres, là aussi, changent. Tout particulièrement dans un pays, même si la Martinique, et j'y reviendrai, a d'autres équilibres énergétiques, dans un pays où nous avions centralisé la capacité à produire. Et puis nous avons cette révolution numérique qui bouleverse, elle aussi,
notre façon de consommer, d'innover, de produire, d'imaginer même. Parce que nos imaginaires sont en recomposition par le numérique. Aujourd'hui, n'importe qui, sur son smartphone, a accès à la réalité qui existe au bout du monde, aux injustices qui ne lui étaient pas jusqu'alors perceptibles. Il se comporte différemment. Il se rapproche, pour le meilleur ou pour le pire, d'autres individus. C'est cette révolution de nos imaginaires qui permet à un jeune Martiniquais de faire partie d'un groupe dont les sensibilités sont communes à travers le monde et qui pourra échanger, qui sur la musique, qui sur sa passion du moment, mais qui fait que d'autres jeunes aussi se radicalisent par cette voie et sont gagnés par des imaginaires fous. En plus de toutes ces transformations, il y a celles qui concernent tout particulièrement la Martinique. Et elles viennent accroître au carré nos difficultés. D'abord, l'éloignement d'un hexagone qui pense que ces règles doivent être appliquées partout et pour tout le monde. La réalité à 7000 km n'est pas la même. L'inscription dans la géographie caribéenne, dans les équilibres qui vont avec, font que la nature même de l'économie, de la société, n'est pas comparable. La diversité qui existe non plus. Quand on regarde les chiffres, le chômage de masse y est encore plus important. Le chômage des jeunes y est encore plus important. Nos défis en termes d'éducation y sont encore plus importants. Et nous sommes dans une structure économique et sociale où la forte dépendance à l'égard justement du reste du monde, sur le plan énergétique, sur le plan commercial, sur le plan de la production, font que les défis que je viens de décrire sont des défis au carré. Quand on est une île, à 7000 km de l'endroit qui décide pour vous, quand on est bousculé par les mêmes transformations, oui, la crise, la grande transformation du monde, le grand bouleversement que je viens de vous décrire, est encore plus brutal. C'est cela, le défi qui est le nôtre. Et pour répondre à ce défi, vous l'avez compris, la philosophie que je veux adopter, c'est celle qui consiste non pas à promettre, non pas à dire on a besoin d'une grande planification, parce que dans ce monde, et pour faire face à ces révolutions, nous n'avons pas besoin de planification. Nous avons besoin de changer nos mentalités, de construire cette révolution démocratique qui permettra à la Martinique de réussir, de relever ses défis, de permettre justement à chacune et chacun, en fonction de ses talents et des potentialités qui existent ici, de pouvoir sortir de cette condition, de cette relation instable et insatisfaisante, pour construire un avenir commun. Et c'est autour de cela que je veux concentrer mon propos, à travers plusieurs axes. D'abord, cet avenir commun, on ne pourra le construire que si on regarde la réalité de notre diversité, de nos diversités et de notre histoire. Et pour moi, c'est le socle de cette réussite et de cette base. Oui, il y a une histoire qui est propre aux Antilles, et en particulier à la Martinique. Une histoire qui est faite de crimes, le crime contre l'humanité, le pire, du déni d'humanité fait à nos concitoyens, que même la Révolution française n'a pas, au moment même, reconnu comme citoyens. Et l'application du code noir, du commerce triangulaire, de tout ce qui pendant des siècles a été perpétué. Et là, c'est notre histoire commune. Et il faut le regarder sans tomber dans le piège du déni. J'entends certains parler d'assimilation, considérant en quelque sorte qu'il faudrait une histoire unique qui passe sur ce destin tragique qui a été celui de la France et de la République, et qui considère qu'au fond, il n'y aurait qu'une histoire à enseigner, cette histoire officielle, qu'un destin commun qui serait forcément un destin heureux. Non, c'est une erreur profonde. Mais il ne faut pas tomber dans le piège de la repentance, de cette espèce de coulpe qu'on ne cesserait de se battre et qui empêche en même temps de construire, d'aller de l'avant. La réponse à tout cela, elle a été donnée par le peuple martiniquais. Elle est portée aujourd'hui dans les paysages, la langue, les visages. Ça a été celle de la construction d'une humanité commune, celle qui a permis de sortir du chaos, par l'abolition de l'esclavage d'abord, mais au-delà de cela,
par la construction d'un être au monde en commun, d'une langue mélangée, d'une négritude, pour faire référence à Césaire, puis d'une créolité, de cette capacité à vivre ensemble avec ce qui est irréductible et qui fait l'identité de la Martinique, c'est-à-dire une volonté d'être au monde qui procède de cette résilience, de cette capacité à se tenir dans son histoire, à ne rien céder à l'esprit de liberté, mais à construire avec d'autres cultures, d'autres langues, dans une géographie propre, une humanité ensemble. Cela, c'est le trésor de cette île. Et il faut regarder cette histoire à l'aune, précisément, de ces transformations. Et nous ne pourrons rien construire si nous ne regardons pas en face ces racines, nos responsabilités communes, la résilience formidable et l'histoire partagée. Et donc, vous l'avez compris, pour moi, la République peut être et faire ici en Martinique, à la condition qu'elle ait cette politique de reconnaissance, qu'elle reconnaisse la part de l'histoire, des crimes, la part des efforts faits, des transformations conduites, et la part de cette diversité dans la République. Qu'est-ce que ça veut dire ? Reconnaissance des mémoires et des confrontations des mémoires, mais aussi reconnaissance de cette diversité vivante, en actes, de cette diversité géographique, de culture, économique, qui fait qu'ici, les défis ne sont pas les mêmes. Parce que la Martinique est inscrite dans le territoire caribéen. Parce qu'elle s'inscrit dans une concurrence, dans des opportunités qui ne sont pas celles de l'Hexagone. Et donc, pour ce faire, je ne crois ni à l'indépendance, ni à la République uniforme et homogène. Je crois à une troisième voie qui, en acte, procède de cette politique de la reconnaissance. C'est celle de la construction d'une diversité vraie dans la République. C'est celle qui permet de donner les justes latitudes, les justes adaptations de la République au contact du terrain et de ses réalités. Et donc ma volonté, et je l'ai dit ce matin au président Marie-Jeanne et au président Lise, c'est de construire avec les élus et le territoire les adaptations normatives que la Constitution prévoit, qui permettront justement non seulement cette politique de la reconnaissance, mais également cette politique vraie de diversité indispensable à la réussite de la Martinique. Le deuxième axe, pour moi, de travail en commun et d'engagement que je veux prendre, c'est celui qui consiste à libérer le travail. Et celui-ci est commun à la Martinique comme à l'Hexagone et à tous les territoires. Cette priorité doit être une priorité française. Je l'ai dit et je le redis, je veux être le candidat du travail. Parce que c'est par le travail que l'émancipation se construit. L'émancipation dans la société, qu'on trouve son rôle, le sens de sa vie, le sens de son action, la capacité à changer les choses autour de soi, à leur donner du sens. Le défi, je l'évoquais, c'est celui du chômage des jeunes. Nous sommes, et ça n'est pas un hasard, dans un ESAT qui se bat sur ce sujet, chaque jour. Mais plus largement, toute la société martiniquaise a ce défi à relever. Et pour ce faire, c'est la bataille pour le travail, la bataille pour l'entrepreneuriat, la bataille pour la création d'activités et de richesses qui doit être la nôtre. Je veux y répondre par plusieurs propositions qui sont les miennes. D'abord, donner plus de flexibilité au travail, aux employeurs comme aux salariés. Et donc, considérer sur ce point que, là aussi, la norme par la loi, pour tous et partout, n'est pas la solution. La solution, c'est de donner plus de place à la négociation dans l'entreprise, dans la branche, au contrat. Et donc, ce que je propose, c'est une vraie refonte de notre droit du travail. C'est une vraie transformation par laquelle on donnera la possibilité à des accords d'entreprise et des accords de branche de déroger à la loi. Non pas parce que cela sera la volonté de l'un contre les autres, parce que ce sera le fruit
d'un accord, d'un dialogue social, d'une volonté partagée de proposer des solutions plus adaptées au terrain, à la réalité économique et sociale. Parce qu'il y a des branches d'activité qui ont besoin de plus de flexibilité, d'un autre temps de travail, d'une autre organisation commune, d'avoir des seuils différents. Cela doit pouvoir être négocié et donc renvoyé à la branche ou à l'entreprise. La deuxième chose, c'est que nous devons renforcer notre politique de compétitivité. Et c'est tout le problème des charges. Je l'évoquais cet après-midi encore, en particulier avec les très petites entreprises. Pour répondre à ce défi. Et il est particulièrement criant à la Martinique, qui a joué avec la concurrence de voisins qui n'ont pas les mêmes systèmes de cotisation et de charges. Nous devons baisser ces dernières, c'est-à-dire prendre acte de cette révolution numérique, de ce changement du monde que j'évoquais, pour changer notre modèle. Pourquoi ? Parce que la conséquence de ce que je décrivais tout à l'heure, elle est simple, c'est qu'on ne peut plus financer notre modèle social, nos protections, par le travail et sur le travail. Nous avons construit ce financement en 1945. Il était adapté à une société où il n'y avait pas de chômage de masse et où il n'y avait pas cette transformation profonde qu'apporte le numérique qui va bousculer des situations, des équilibres économiques et sociaux. Et donc, pour ce faire, nous devons progressivement poursuivre ce mouvement par lequel le financement de notre modèle social doit davantage être fait par l'impôt et beaucoup moins par les cotisations et les charges. Pour ce faire, je veux transformer le crédit d'impôt compétitivité emploi en un allègement de charges pérenne, stable, visible. C'est cela ce que je déciderai. C'est-à-dire une réduction du coût du travail dès la première année, perceptible par tous les entrepreneurs, quel que soit leur secteur, réelle et perceptible pour les acteurs de l'économie sociale et solidaire, qui ne sont pas aujourd'hui éligibles à l'impôt sur les sociétés, et donc plus juste, plus transparent, plus efficace. Tous les entrepreneurs y auront ainsi droit. Mais je ne veux pas m'arrêter là. Je veux qu'en même temps le travail paye mieux. Et donc que les salariés eux-mêmes financent moins ce modèle social. C'est pour ça que je veux supprimer les cotisations maladie et chômage qui sont aujourd'hui payées par les salariés. Les supprimer en les transférant sur la contribution sociale généralisée, dont la base est beaucoup plus large, en préservant les retraités les plus modestes et les chômeurs, mais en permettant, ce faisant, à tous les travailleurs, qu'ils soient fonctionnaires, indépendants ou salariés, d'augmenter leur pouvoir d'achat. Cette réforme, elle permet précisément de mieux gagner sa vie par le travail pour l'ensemble des travailleurs français et d'avoir un pouvoir d'achat qui s'améliore. C'est cela, libérer le travail. Mais c'est aussi simplifier les normes, simplifier les règles, simplifier ce qui fait les tracas au quotidien. C'est pour ça que j'ai voulu prendre plusieurs engagements clairs. D'abord, celui, en termes de règles, qui consiste à dire que nos entreprises et nos particuliers doivent avoir un autre rapport à l'administration. Nous sommes dans une économie de l'innovation et de la prise de risque. Nous sommes dans une économie où on ne doit pas avoir peur de l'échec. Il y en aura. Mais où, en même temps, on ne peut plus rester dans un rapport à l'administration qui est celui du contrôle tatillon permanent, de la sanction a priori systématique. C'est pour ça que je m'engage à ce que, hors les sujets qui relèvent d'infractions pénales et de la mauvaise foi évidente, toutes celles et ceux qui aujourd'hui sont contrôlés par l'administration auront un droit à l'erreur. C'est-à-dire que le premier contrôle de l'administration ne sera pas un contrôle qui sanctionne, mais un contrôle qui conseille, qui accompagne. C'est une vraie révolution mentale pour l'administration française. Elle y est prête, je le sais, j'en viens. Mais c'est aussi une révolution pour les usagers, qu'ils soient particuliers ou entrepreneurs. C'est celle qui consiste à dire quand on s'est trompé de bonne foi, on est conseillé, on corrige, mais on n'est pas puni, on n'est pas sanctionné. On n'est pas parfois sanctionné au point d'être mis en situation d'échec et d'en succomber. Ce droit à l'erreur est un élément de simplification réelle
au contact, qui est aussi un changement d'esprit dont notre pays a besoin et que je veux porter. Mais au-delà, en termes de simplification, je l'ai dit il y a 2 jours, en Guadeloupe, je vous le redis ici, c'est une réforme que je veux porter jusqu'à son terme, je supprimerai le RSI. Je le supprimerai parce que c'est la conséquence logique de ce que je viens d'évoquer. Je veux que les entrepreneurs indépendants payent moins de charges. Et donc, à travers ce que je vous ai décrit, la transformation du CICE en allègement de charges et la suppression des cotisations salariales sur la maladie et le chômage, les deux toucheront les indépendants, puisqu'ils payent les cotisations patronales et salariales. Donc, c'est moins de charges pour eux. Parce que je veux un système où ils ont justement la possibilité d'être mieux récompensés par le travail. Et en même temps, je veux qu'ils soient mieux couverts contre les risques de la vie, de la société, et donc, ce faisant, passe à un système comparable aux autres, avec les mêmes sécurités. C'est pour cela que je veux que les indépendants, les entrepreneurs, puissent aussi avoir accès au chômage. C'est un élément de justice, c'est un élément de simplification, parce que, aujourd'hui, lorsque vous entreprenez, lorsque vous innovez, si vous faites faillite, vous n'avez pas droit au chômage. Et donc, je veux créer un système où toutes celles et ceux qui font et qui échouent ont, en fonction de la durée d'activité, un droit au chômage. Le droit d'être protégé comme les salariés l'ont. Parce que le chômage devient un élément de solidarité et non plus d'assurance. Parce que nous sommes dans un système de droits et de devoirs. Et donc, la réponse, ce sera que chacune et chacun ait accès à ce système de solidarité, mais en contrepartie, chacune et chacun devra accepter l'offre d'emploi si elle est acceptable et conforme aux compétences qui sont celles de l'individu. Et donc, nous ne serons plus dans un système injuste où l'indépendant, l'entrepreneur n'a pas droit au chômage, mais nous ne serons pas non plus dans un système déresponsabilisant où, parce qu'on a cotisé pendant plusieurs années, on peut refuser des offres d'emploi pour rester, durant le temps qu'on a droit d'y rester, dans un système de protection. Cette simplification, c'est celle qui me conduit logiquement à dire que le régime social des indépendants n'est plus adapté. Et donc, ce que je ferai, c'est un adossement des indépendants au régime général, avec un guichet spécifique, parce qu'il doit y avoir un traitement particulier, mais je ferai bénéficier les indépendants du même logiciel, des mêmes simplicités de gestion, des mêmes délais, parce qu'il n'est plus tolérable aujourd'hui que les indépendants aient des délais, des retards, des huissiers qui arrivent à la maison, parfois de manière injustifiée, des tracasseries sur la maladie comme sur la retraite. Et donc cet élément de simplification, c'est la conséquence logique de ce que je veux, c'est aussi un élément de justice, d'égalisation des situations entre chacune et chacun. Voilà tout ce que je veux faire pour libérer le travail et simplifier, parce que c'est une nécessité pour nos territoires, pour notre économie, pour aussi la justice dans nos territoires. Et cette simplification, elle doit aller jusqu'à penser, jusqu'à créer un guichet simplifié unique pour l'accès aux dispositifs européens, que ce soit le FEDER ou le FSE. Et c'est là aussi un travail que je veux engager avec les collectivités territoriales. Il est indispensable que nous simplifions pour les plus petites entreprises, mais aussi pour les associations, et il y en a près de 4000 ici en Martinique, que nous simplifions l'accès à ces crédits, l'accès à ces dispositifs, pour que précisément, ils puissent engager leurs responsabilités, entreprendre, créer de l'emploi et de l'activité. Le troisième axe que je veux développer, troisième priorité, c'est qu'en même temps, l'État continue, l'État républicain,
continue à jouer son rôle et soit à la hauteur de ses responsabilités. Et le rôle de l'État, c'est à mes yeux d'assurer l'égalité des possibles. Il y aura toujours des injustices, des inégalités dans nos sociétés. Mais ce qui est indispensable, c'est que chacune et chacun, en fonction de ses talents et de ses mérites, puisse faire, réussir, dans le monde culturel, dans le monde de l'entreprise, dans l'associatif comme dans l'éducation, avec les mêmes chances. Je ne promets pas l'égalité pour tout le monde, c'est une promesse intenable. Mais ce que je veux restaurer, c'est l'égalité des opportunités, l'égalité des possibles. C'est cela la base de l'engagement républicain, c'est cela la base de ce que nous devons à tous nos territoires. Et donc, c'est cette égalité des possibles que je veux pour la Martinique. D'abord, par l'école. Et donc, je veux réinvestir dans tous les quartiers en difficulté pour donner véritablement l'investissement éducatif auquel nos jeunes ont droit. Aujourd'hui, il y a environ 30% des jeunes en CM2 qui ne savent pas lire, écrire, compter. C'est cela la réalité de la Martinique. Dans certains quartiers, c'est 60 ou 70%. Pour répondre à ce défi, nous devons absolument diviser par 2 le nombre d'élèves par classe, réinvestir, changer les méthodes pédagogiques, redonner de l'autonomie pédagogique aux collectivités d'enseignants, donner la possibilité d'adapter l'enseignement à la réalité, là aussi, du terrain, avec plus de moyens, avec une capacité donnée véritablement aux uns et aux autres, de faire face à un public qui est différent, dans une situation de singularité, parce que la réalité économique et sociale de certains quartiers n'est pas la même que dans d'autres, parce que la réalité linguistique également et culturelle n'est pas la même. Et donc, ce que je veux pour la Martinique, c'est cet investissement de la République, comme dans tous les quartiers de la République qui sont face à ces difficultés, pour pouvoir justement les relever, pour pouvoir donner cette égalité des chances à notre jeunesse lorsqu'elle est aujourd'hui assignée à résidence. Parce que, vous savez, les jeunes qui sont en échec scolaire en CM2, vous les retrouverez dans l'échec scolaire les années qui suivront. Vous les retrouverez dans les chiffres du chômage. Vous les retrouverez dans les chiffres de la délinquance. C'est donc un investissement sur l'avenir, mais c'est un investissement indispensable qui doit être le nôtre. Ensuite, la République, quand on parle d'égalité des possibles, elle doit la continuité territoriale. Qu'est-ce que ça veut dire ? On a souvent entendu cette promesse. Ça veut dire que nous devons corriger des inégalités géographiques qui sont là, sur le terrain. Le fait que quand on est placé à 7000 km de l'Hexagone, quand on est placé dans un espace géographique comme les Caraïbes, les défis ne sont pas les mêmes. Et que quiconque entreprend ou étudie doit avoir la possibilité de se déplacer, d'être ancré dans un espace qui est l'espace pertinent d'opportunité pour lui. C'est cela notre devoir. Et donc, pour ce faire, nous devons avoir la possibilité offerte à chacune et chacun de rejoindre de manière plus simple et à moindre coût, non seulement l'Hexagone, mais le reste de la Caraïbe, mais aussi la Guyane, qui sont les zones de référence pertinentes pour la société et l'économie martiniquaise. Qu'est-ce que ça veut dire ? Un engagement pour, évidemment, des subventions d'équilibre de territoire lorsqu'elles sont requises. C'est l'engagement que doit la République. Il ne faut pas faire des promesses à tout va, et sur tous les sujets. Celle-ci est indispensable quand la continuité territoriale est rompue. Ensuite, ça veut dire d'assurer aussi la juste concurrence, qui évite que, lorsque des acteurs sont en charge de cette continuité territoriale, parce qu'il y a une concurrence insuffisante, eh bien, il faut monter les prix, ils prennent en otage des acteurs économiques comme nos concitoyens. Et donc, c'est un contrôle de la République, c'est une régulation, c'est un maintien justement de la concurrence indispensable qui évite ces pratiques et qui permet à chacune et chacun de pouvoir se déplacer
au prix normal. Ensuite, c'est également une politique qui consiste à assumer d'avoir un pass mobilité pour les étudiants, les entrepreneurs dont l'activité, dont les accès nécessitent un accès régulier à l'Hexagone, un accès régulier à d'autres îles des Caraïbes ou un accès régulier à la Guyane. Cette continuité territoriale, c'est un engagement républicain. Ça n'est pas faire un cadeau, ça n'est pas promettre des avantages tel ou tel, c'est corriger des inégalités de départ qui font que lorsqu'on étudie ou qu'on entreprend ici, on n'est pas placé dans la même situation de fait au début que dans le reste des territoires de la République. Et donc ça, oui, il faut le corriger. Ça n'est pas un cadeau, ça n'est pas un coût. C'est l'engagement que doit la République à chacune et chacun. Celle qui consiste précisément à pouvoir réussir de la même façon partout sur le territoire de la République. Ensuite, je veux qu'en matière de sécurité et de logement, on puisse avoir également un engagement comparable. En matière de logement, il faut là faciliter les règles, simplifier les projets, accélérer l'offre de logement qui est indispensable pour répondre aux problèmes du logement insalubre, répondre aux tensions sur le logement social. Et donc c'est une politique de l'offre que je veux mettre en place de manière plus large, en lien avec les collectivités territoriales. En matière de sécurité, nous connaissons les défis. Ils sont la conséquence des problèmes économiques que j'évoquais tout à l'heure et des problèmes éducatifs. Ne nous trompons pas. Il faut traiter le symptôme de manière indiscutable. Il faut d'évidence renforcer les moyens sécuritaires, et je vais y revenir. Mais cela n'aurait aucun sens si nous ne traitions que le symptôme sans en traiter la cause. Et donc la cause profonde, c'est le problème économique, c'est le problème du chômage de masse, c'est le problème éducatif. Si nous ne regardons pas ça en face, on pourra rajouter année après année des forces de police. Et en matière de sécurité, je veux prendre mes responsabilités. Sur ce sujet, je l'ai déjà dit, il est indispensable que l'État régalien prenne ses engagements. Et donc que les engagements en termes d'embauche de policiers et de gendarmes qui sont en cours soient tenus et que 10 000 embauches sur l'ensemble du territoire national soient faites. Pourquoi ? Parce qu'avec l'école, c'est la priorité que nous devons avoir. Il faudra le compenser par ailleurs. Je ne suis pas en train de vous dire qu'on va créer des emplois de fonctionnaires à tout va. Mais je suis en train de vous dire qu'il est indispensable sur ces sujets d'avoir un investissement juste. Et donc la Martinique aura sa part de ces emplois parce qu'il y a besoin de renforcer aujourd'hui la réponse à l'insécurité, en lien là aussi avec les collectivités territoriales, mais pour une présence forte de l'État et de l'État régalien. Il est aussi, enfin, indispensable que cette égalité des possibles se manifeste en matière de rénovation urbaine. Nous avons besoin de repenser nos villes, de les refaire. J'étais tout à l'heure avec votre maire, nous en parlions. Il a plusieurs projets de rénovation urbaine très importants. L'État doit aussi être au rendez-vous pour les accompagner, pour là aussi permettre à cette rénovation urbaine de se faire plus vite et de se faire mieux, pour transformer la ville, la rendre à la fois plus belle, mais donner une place à chacun. Parce que la rénovation urbaine, c'est à la fois du logement social, mais aussi de l'accession à la propriété, de la vraie mixité. Et donc, pour ce faire, l'État doit tenir ses engagements. Et je reviendrai sur la décision prise de diviser par 2 le budget de l'ANRU, l'Agence nationale de la rénovation urbaine, parce que c'est de la bonne dépense publique, c'est de l'investissement qui se retrouve dans l'économie réelle et qui change nos villes. Enfin, le 4e axe que je veux développer pour répondre aux défis de la Martinique, c'est celui qui consiste à investir dans l'avenir. Je l'ai dit, il faut reconnaître la diversité dans la République, il faut libérer le travail et les entrepreneurs, il faut assumer l'égalité des possibles que la République doit tenir. Mais il faut aussi savoir investir dans l'avenir. Je présenterai fin janvier, début février, mon programme
sur le plan macroéconomique, c'est-à-dire à la fois les économies que je propose, mais également les investissements que nous devons faire. Pourquoi ? Parce qu'il est indispensable que nous fassions des économies en matière de fonctionnement, et j'y reviendrai. La République doit être responsable à ce titre, et si on veut baisser les charges, les impôts, si on veut être crédible en Europe, crédible face à nos défis, nous devons avoir une trajectoire économique de sérieux budgétaire, mais en même temps, nous devons savoir réinvestir sur nos priorités. C'est indispensable. Et c'est indispensable pourquoi ? Parce que dans cette transformation que j'évoquais, dans cette transformation qui est celle de notre société, de nos économies, nous devons investir pour le numérique, pour le changement de notre modèle économique et social. Si nous ne le faisons pas, si nos programmes ne sont que des programmes d'austérité budgétaire, alors nous faisons payer à la génération actuelle et à la génération à venir le manque de sérieux des générations précédentes. Et nous faisons une erreur au carré. Donc vous m'avez entendu, dans le programme qui est le mien, à chaque fois que je prends un engagement d'allègement de charges, d'allègement de fiscalité, je le finance. Je l'ai dit, ce serait tellement plus simple de rester dans la politique classique et de dire je fais des cadeaux, on verra plus tard. Ça ne tient plus. D'abord, les Françaises et les Français n'y croient plus. Et ensuite, plus largement, ça veut dire que soit on cache des impôts à venir, soit on fera payer nos enfants et nos petits-enfants. Et cela, je n'en veux plus pour mon pays, parce que cela, nous l'avons trop fait. Et donc, pour réussir cette transformation, nous avons besoin d'investissements qui seront négociés avec l'Europe, mais qui, sur nos priorités, permettront de préparer la révolution en cours et à venir, et qui concerneront aussi la Martinique. Parce qu'il y a ici, en Martinique, la capacité à réussir cette transformation. Il y a même tout pour réussir cette transformation que j'évoquais. Quand je regarde la Martinique et ses potentialités, il y a un vrai entrepreneuriat. Il y a une volonté de faire. Il y a une culture de l'entrepreneuriat individuel et de la TPE. Elle est au cœur de la réponse économique et sociale dont nous avons besoin. Il y a un potentiel agricole, énergétique, des ressources naturelles, un climat, la présence justement de la mer, des énergies et des réserves qui vont avec elle. Tout cela, c'est ce qui existe en Martinique. Tout cela, ce sont les potentialités de ce territoire. Je ne les invente pas, je ne les importe pas. Et quand je dis que nous devons investir sur l'avenir, je dis que nous devons déclencher précisément les comportements, les choix qui permettront de construire l'avenir ici en Martinique grâce à tous ces trésors, grâce à tout ce que la Martinique justement recèle de potentialités. Ça n'est pas faire des cadeaux, ça n'est pas considérer la Martinique comme une source de coûts ou un territoire qu'il faudrait aider. C'est simplement se dire qu'en investissant sur l'avenir, on va permettre à la Martinique de créer l'activité qui peut être créée ici. Et c'est cela le cœur de la réponse dont nous avons besoin. D'abord, en termes d'agriculture, il y a une agriculture écologique qui peut être développée ici. La banane, bien entendu, qui a un avenir que nous prendrons en compte dans les négociations commerciales comme dans les négociations à venir de la PAC, mais qui se développera en particulier si là aussi on innove en termes de pratique, si on développe de plus en plus le bio, qui est la réponse pour différencier la production et donner la capacité à l'île de développer ses avantages. Mais la diversification de l'agriculture est indispensable. Il y a les possibilités d'aller plus loin en termes d'élevage, avec là aussi les innovations qui doivent être prises et qui ont un moment été portées par la collectivité, qu'il faut réactiver. Il y a une diversification des cultures pour accroître l'autonomie agricole et alimentaire
de la Martinique. C'est un défi formidable, mais c'est un défi que nous pouvons relever ensemble. Parce que quel est le cœur du problème économique et social? Le cœur du problème de la vie chère que vous connaissez dans votre quotidien, c'est la dépendance alimentaire de l'île. C'est le fait qu'aujourd'hui, 80% des produits consommés sont importés. Et donc, pour y répondre, il faut bien évidemment avoir des dispositifs de soutien à la consommation. C'est ce qu'on fait depuis des décennies. Je ne les remettrai pas en cause. Mais il faut en même temps répondre à la racine du mal, traiter la cause, c'est-à-dire réduire les importations et favoriser la production locale, la valoriser. Et donc, pour ce faire, investir dans le développement de ces nouvelles filières agroécologiques dont la Martinique a besoin, non pas par des planifications quinquennales ou décennales, mais en aidant les projets qui sont portés par les entrepreneurs locaux, par les filières locales, en lien avec la collectivité, pour, par des appels à projets, aider à déclencher ces innovations, ces investissements et permettre d'aller plus vite sur ce chemin. Le deuxième axe d'investissement, c'est celui en termes d'environnement et d'énergie. Là aussi, 90% de la consommation énergétique est importée. C'est ce qui entretient la dépendance de l'île, c'est ce qui entretient des coûts élevés, c'est ce qui fragilise la souveraineté, là aussi, de la Martinique. Et ce défi, c'est un défi français, mais c'est évidemment un défi martiniquais. Je ne suis pas en train de vous dire qu'il faut construire des centrales nucléaires pour répondre à ce défi. Ça n'est, à mon avis, pas la bonne idée. Je suis en train de vous dire que nous devons accélérer la transition énergétique et environnementale et le faire ici avec toutes les potentialités que permet justement la Martinique. Il y a, en termes de géothermie, de biomasse, d'éolien, de solaire, la possibilité d'accélérer la production martiniquaise. Ce sont des investissements, j'en ai parfaitement conscience, qui doivent être accompagnés par la collectivité territoriale et par l'État. Et donc, l'État doit faire deux choses. La première, accompagner là aussi par des appels à projets cette accélération de la transition énergétique et environnementale. Et il doit simplifier les règles en termes de production pour favoriser la production locale. Et à ce titre, les règles prises dans le cadre de la loi de transition énergétique, comme de la loi biodiversité, seront adaptées pour favoriser la production et les producteurs locaux et accélérer les investissements qui sont aujourd'hui décidés ici et qui seront décidés demain. C'est indispensable, c'est bon pour le pays, c'est bon pour la Martinique. Et là aussi, vous l'avez compris, ça n'est pas des planifications vues d'en haut. C'est l'aide aux investissements faits localement, aux initiatives prises localement et aux innovations faites localement. Et là, c'est indispensable de souligner ce point. C'est à la fois des choix de territoire, des choix de collectivités territoriales et des choix d'entrepreneurs. Nous étions tout à l'heure dans une formidable start-up, Green Technology, créée par des jeunes Martiniquais, qui ont trouvé justement des techniques pour faciliter la recharge électrique de véhicules, utiliser pour se faire l'énergie solaire. C'est la preuve que par de l'innovation locale, on peut accélérer cette transformation, par leur innovation locale qui met en réseau des consommateurs, qui met en réseau l'intelligence collective dont parlait tout à l'heure Mathieu Gama, eh bien, permet non seulement de faciliter la recharge par l'énergie solaire, mais qui en même temps répond au défi de déploiement du réseau sur la Martinique, vrai défi territorial, en utilisant l'intelligence des consommateurs qui rejoignent le réseau créé et qui permet, par l'innovation, de consommer moins, de consommer mieux. Et donc, vous le voyez, par l'innovation, par l'entrepreneuriat martiniquais, il y a aussi une réponse à la dépendance énergétique. Et vous voyez que tout se tient, c'est parce qu'on investit sur l'avenir, parce qu'on investit sur l'environnement et l'énergie, qu'on peut donner tout son sens à cette libération du travail que j'évoquais tout à l'heure.
et qu'on peut en même temps donner à la Martinique la capacité de réussir dans le XXIe siècle. Ce sont les mêmes innovations qui doivent permettre d'accélérer la mise en valeur des ressources maritimes. Il y a une croissance bleue qui ici a tout son sens, qui passera là aussi par de l'innovation, par des nouvelles technologies, par de l'entrepreneuriat, par de l'investissement public. Nous devons accélérer le déploiement de l'économie bleue en Martinique. C'est un axe prioritaire, c'est un investissement d'avenir que je veux porter avec le territoire martiniquais, parce qu'il permettra de donner tout son sens au fait que la France est la deuxième puissance maritime mondiale. Ne l'oubliez jamais. Et qu'est-ce qui fait que la France est un territoire de la biodiversité, est un territoire maritime? Ce sont les Outre-mer, précisément. 80% de la biodiversité française est ultramarine. Et notre frontière maritime, elle est là aussi largement ultramarine. Il faut non pas avoir une approche patrimoniale, non pas regarder cela comme un trésor qu'il faudrait protéger, il faut la regarder comme un trésor à valoriser par et pour la Martinique. Enfin, c'est un investissement sur les services à la personne et en particulier la silver economy que je veux développer. Pourquoi ? L'un des défis de la Martinique dans les prochaines années et les prochaines décennies, ce sera le vieillissement de la population. C'est un défi, il faut le regarder en face. Ce sera notre défi collectif. C'est un défi français, c'est tout particulièrement un défi martiniquais. Il ne faut pas le voir simplement comme un élément d'angoisse, là aussi. Il faut le relever, ce défi, parce qu'il va en même temps créer un secteur d'activité. Et c'est cela que je veux que nous regardions ensemble. Ce secteur d'activité, c'est celui qui conduira à créer des EHPAD, à créer des centres adaptés, à créer de nouveaux soins, de nouveaux accompagnements. Ce sera un investissement public et privé. Mais c'est celui aussi qui va nous conduire à investir dans nos nouvelles formations, de nouveaux métiers, un nouvel entrepreneuriat, de nouveaux emplois qui seront qualifiés pour les uns, médicaux, d'innovation dans la domotique, d'innovation dans ce qu'on appelle la silver economy, et puis des emplois peu qualifiés, de services à la personne, qui sont indispensables quand on veut accompagner celles et ceux qui entrent en dépendance ou qui rentrent dans le grand âge. Et donc, cette économie de la dépendance ou du grand âge, c'est aussi une opportunité pour le territoire martiniquais. C'est une opportunité si on investit dans les infrastructures, si on investit dans les formations, si on investit dans les innovations. Et c'est aussi un des axes de développement de la Martinique que je veux pour aujourd'hui et pour demain. Voilà, mesdames et messieurs, ce que je voulais partager avec vous ce soir. Quelques convictions sur le défi du moment, sur notre défi contemporain en France et plus particulièrement en Martinique. Vous dire que l'esprit qui est le mien, vous l'avez compris, c'est un esprit d'engagement. D'engagement parce que je sais la richesse des Outre-mer pour la France. Je sais que ces territoires, et en particulier la Martinique, sont des territoires d'opportunités, de résilience formidable, sont des territoires de richesse. Ce que je ne veux pas, c'est faire des promesses intenables, c'est continuer à regarder ces territoires comme des territoires d'obligés, comme des territoires où, en quelque sorte, on vient chercher des voix en faisant des promesses qu'on ne tiendra pas. Ce que je veux, c'est regarder la Martinique en face, regarder ses défis, regarder ses difficultés, sans aucune naïveté, mais regarder aussi toutes les promesses qu'elle recèle, regarder l'énergie qu'il y a, regarder la volonté et la capacité à relever tous ces défis de demain, parce que toutes les potentialités sont là. Et donc, moi je considère que la responsabilité de la République, la responsabilité qui sera la mienne, ma responsabilité de candidat, c'est de m'engager auprès de vous pour reconnaître la diversité dans la République, pour reconnaître la liberté qui doit être donnée au travail sous toutes ses formes, pour reconnaître le rôle de l'État
et de la République pour assurer l'égalité des opportunités et pour reconnaître ces investissements dans l'avenir indispensables. Toutes les solutions sont là. Elles ne sont pas dictées à 7000 km d'ici. Elles existent. Elles sont le trésor de la Martinique. Mon rôle, ma fonction, ma volonté, c'est de sonner aujourd'hui le temps de l'émancipation juste, le temps de la mobilisation. C'est celle que je vous demande avec En Marche, c'est celle que je veux porter ici pour la Martinique, les Martiniquaises, les Martiniquais, c'est celle que je veux incarner avec vous. Vive la République, vive la Martinique et vive la France! Merci à vous. Merci à vous. Merci. Merci beaucoup. Merci à vous.